Ma sœur m'a traîné sur le sol couvert de sang devant notre mère. Cette maison sera ta tombe, rugit-elle. Ma mère s'est moquée, tu mérites de mourir. La police a fait irruption et le silence est devenu assourdissant. Même les policiers les plus durs tremblaient. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais beaucoup que tu écrives dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Le hurlement de la sirène était la seule chose capable de traverser le brouillard épais et douloureux qui enveloppait mon esprit. C'était un son constant, aigu, presque comme une plainte mécanique qui rebondissait encore et encore contre les parois métalliques de l'ambulance. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais ma paupière gauche pesait comme si elle était en plomb. Elle était tellement gonflée que je n'ai vu qu'une tache rouge et floue, une lumière clignotante qui blessait ma rétine. Dans ma bouche, le goût était reconnaissable entre mille, dense, salé et dégoûtant. Du sang. Mon propre sang, mélangé à la poussière du sol qu'on m'avait forcé à embrasser. Tranquille, demoiselle Simona, nous arrivons déjà à l'hôpital général. Tenez bon, s'il vous plaît. Ne vous endormez pas, dit une voix jeune à côté de moi. J'ai tourné la tête d'1 millimètre et j'ai vu le secouriste. C'était un garçon qui n'avait pas plus de 20 ans, le visage pâle sous les lumières fluorescentes. Ses mains, enfermées dans des gants en latex bleu, tremblaient légèrement pendant qu'il réglait la perfusion dans mon bras. J'ai pu voir le reflet de mon propre visage dans le métal poli d'un des appareils médicaux. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac encore plus que la douleur dans mes côtes. C'était une carte de la violence humaine, des bleus violets et noirs qui explosaient violemment sur ma peau pâle, une coupure profonde qui fêlait ma lèvre inférieure, et mes cheveux noirs que je portais toujours en queue de cheval bien propre d'infirmière, étaient maintenant collés, durs à cause du sang séché, plaqués sur mon front. Mais, curieusement, au milieu de ce chaos physique, je ne sentais pas de douleur. Pas la douleur aiguë que j'étais censé sentir. Ce que je ressentais, c'était une sorte de légèreté terrifiante, une libération froide. Pendant que l'ambulance prenait un virage serré à toute vitesse, m'éloignant de cette grande maison coloniale dans la Colonia Roma, qui avait été ma prison dorée pendant 32 ans, mon esprit est retourné en arrière. Pas au moment des coups, pas encore. Mon esprit est revenu au début de ce cauchemar. À l'époque où l'enfer avait l'apparence d'un foyer respectable, sentait la cire pour le sol, et où le démon portait un chapelet en bois dans les mains, assis fragilement dans une chaise roulante. Il y a à peine 3 semaines, ma vie était une routine grise, silencieuse et étouffante, réglée par le tic-tac de la vieille horloge à pendule dans le couloir et par la respiration sifflante et plaintive de ma mère, Donia Hortensia. Je travaillais au service de nuit à l'hôpital, aux urgences. Je sortais de la maison à 20 heures, je gérais des traumatismes, des accidents de la route et la mort d'inconnus pendant 12 heures, pour revenir à la maison à 6 heures du matin, les pieds enflés et l'âme brisée, pour affronter une autre mort, lente et différente, celle de ma propre dignité. La maison sentait toujours pareil quand j'entrais, un mélange de nettoyant au pain, de fleurs fanées que personne ne jetait, et cet arôme sucré, fort et médical de pommade pour douleurs musculaires que ma mère exigeait que je lui applique 3 fois par jour. De l'extérieur, la grande maison était un bijou architectural, avec sa façade en pierre rose et ses balcons en fer forgé qui faisaient envie aux voisins et aux touristes qui s'arrêtaient pour prendre des photos. Mais à l'intérieur, pour moi, c'était un mausolée, un lieu où le temps s'était arrêté le jour où papa est mort. Je me souviens clairement de ce mardi matin où tout a commencé à changer. Je suis entré avec mes clés, tournant la serrure avec un soin extrême pour ne pas faire de bruit. J'ai laissé mes chaussures blanches d'infirmière à l'entrée, bien alignées, et j'ai mis mes pantoufles silencieuses. Mes pieds pulsaient après avoir passé toute la nuit à courir d'un brancard à l'autre, mais mon deuxième service, celui qui ne finissait jamais, ne faisait que commencer. Simona, c'est toi ou c'est un voleur ? La voix de ma mère est sortie de sa chambre du rez-de-chaussée. C'était une voix cassée, rauque, faite spécialement pour provoquer de la culpabilité instantanée chez ceux qui l'entendaient. Oui, maman, c'est moi. J'ai soupiré en accrochant mon manteau au porte-manteau. Je suis allé directement à la cuisine, j'ai mis de l'eau à bouillir pour son thé à la camomille et j'ai préparé son avoine exactement comme elle l'aimait, sans un seul grumeau, avec beaucoup de cannelle et une pincée exacte de substitut de sucre. Si je me trompais sur la quantité, l'assiette volerait dans la pièce. Je suis entré dans sa chambre avec le plateau. La pièce était dans la pénombre, avec les lourds rideaux de velours fermés pour bloquer tout rayon de soleil du matin. L'air à l'intérieur était vicié. Donia Hortensia était allongée dans son lit orthopédique,
ce lit électrique qui m'avait coûté mes économies de 2 années complètes, avec son chapelet serré entre ses doigts noueux, comme si c'était une arme. « Tu arrives en retard », dit-elle sans même ouvrir les yeux. « Maman, il est 6h15. Le bus a été retardé à cause d'un accident sur le viaduc, » ai-je répondu mécaniquement, en posant le plateau sur ses jambes couvertes d'une couverture en laine. « Des excuses. Tu as toujours des excuses pour ta mère. Ta sœur Gracilla n'arriverait jamais en retard si elle était ici pour prendre soin de moi. Elle a lâché son venin habituel. » Cette comparaison que j'avais entendue toute ma vie. J'ai serré la mâchoire jusqu'à avoir mal aux dents. Gracilla, la fille en or, la fille parfaite qui n'avait pas mis les pieds à la maison depuis 3 ans, sauf pour demander de l'argent qu'elle ne remboursait jamais. Gracilla, qui menait la grande vie à Monterrey, soi-disant mariée à un entrepreneur à succès, postant des photos sur Instagram avec des coupes de champagne, pendant que moi je nettoyais les déchets de notre mère et j'écoutais ses plaintes éternelles. « Allez, maman, assieds-toi pour manger », ai-je dit en ignorant le commentaire pour ne pas commencer une guerre avant le petit déjeuner. Je me suis penché pour l'aider à se redresser. Ses jambes mortes, inutiles depuis ce soi-disant accident vasculaire cérébral d'il y a 10 ans qu'il avait laissé, paralysé, étaient un poids mort que j'avais appris à manipuler avec une technique d'infirmière pour ne pas me blesser le dos. Pendant que je la plaçais, en ajustant les oreillers derrière son dos, sa main est partie comme un cobra et m'a pincé le bras, juste dans la partie tendre du triceps. C'était un pincement cruel, de ceux qui tordent la peau et laissent une marque. « Aïe, maman, pourquoi tu fais ça ?» me suis-je plainte en frottant mon bras instinctivement. « Mais tu m'as fait mal, incapable. Tu m'as tiré l'épaule. Tu es brutal, bête, comme ton père. » « Qu'il repose en paix, ce gros animal », cracha-t-elle enfin en ouvrant les yeux. C'étaient des yeux noirs, durs comme des pierres de rivière, sans la moindre trace de cataracte ni de la douceur qu'on attend d'une vieille femme. Ils brillaient d'une malice lucide qui contredisait totalement sa supposée fragilité physique et mentale. « Je suis désolé », ai-je murmuré en baissant la tête. Je m'excusais toujours. C'était mon mantra de survie dans cette maison. Mange ton avoine avant qu'elle ne refroidisse. Je me suis tourné pour aller dans ma chambre me changer et enlever mon uniforme sale, mais sa voix m'a arrêté sur le seuil comme un crochet. Aujourd'hui, le père Anselmo vient me confesser à midi. Je veux que tu nettoies l'argenterie de la vitrine. Et nettoie-toi ce visage. Tu as l'air épuisé, avec des cernes. Tu fais pitié. Personne ne t'aimera jamais si tu ressembles à un cadavre vivant. C'est pour ça que tu es seul, Sim. C'est pour ça que personne ne te supporte, à part moi, parce que je suis ta mère et j'ai la croix de te supporter. J'ai fermé la porte de ma chambre et je me suis appuyé contre elle, les yeux fermés. Les larmes me brûlaient, chaudes et frustrantes, mais je ne les ai pas laissées couler. J'avais trop pleuré dans ma vingtaine. Maintenant, à 32 ans, je ne ressentais plus qu'une fatigue infinie, une usure constante de mon être. J'ai regardé la photo de mon père, Don Rogelio, sur ma table de nuit. Il avait été le seul à me regarder avec douceur dans cette maison de fous. « Ma petite guerrière », me disait-il quand il m'apprenait à faire du vélo dans la cour. Il est mort d'une crise cardiaque foudroyante quand j'avais 22 ans, me laissant seul entre les mains d'Hortensia. « Je t'ai promis que je prendrais soin d'elle, papa », ai-je murmuré à la photo encadrée d'argent. Mais Dieu sait que ça me coûte la vie de tenir cette promesse. Je ne savais pas que cette promesse allait se casser de la façon la plus violente possible. Je ne savais pas que le retour triomphal de Gracilla était à seulement quelques heures de là et qu'elle amènerait avec elle l'ouragan qui détruirait les bases pourries de notre existence. Je suis entré dans la douche, laissant l'eau chaude laver l'odeur d'hôpital et de tristesse, sans savoir que bientôt l'eau ne suffirait plus pour nettoyer la saleté qui allait m'éclabousser. Ce même midi, seulement quelques heures après avoir enfin réussi à dormir un peu, la sonnette de la maison a retenti. Ce n'était pas un coup normal, c'était une insistance grossière, une sonnerie continue et exigeante qui résonnait dans tout le couloir au plafond, comme si la personne dehors avait le droit divin d'interrompre toute paix dans le monde. J'étais dans la cuisine, avec des gants en caoutchouc jaune, en train de polir la soupière en argent ancien que ma mère exigeait de voir briller comme un miroir pour la visite du prêtre. L'odeur du produit à polir me donnait la nausée. Je me suis séché les mains à la hâte sur mon tablier et j'ai couru vers la porte principale en bois massif, craignant que le bruit ne réveille maman de sa sieste et ne provoque une nouvelle crise de hurlements. En ouvrant la lourde porte, je me suis retrouvé devant un mur de bagages, 5 énormes valises rigides avec le monogramme « Louis Vuitton » imprimé partout. Même si mon œil entraîné voyait bien l'usure sur les coutures qui criaient « Imitation », elles bloquaient l'entrée.
Et derrière elle, posant comme si elle était dans un magazine, avec des lunettes de soleil énormes couvrant la moitié de son visage, et un manteau de fausse fourrure malgré la chaleur de midi, il y avait Gracila. Enfin. Tu t'es endormie ou tu es morte là-dedans? Ça fait 5 minutes que je sonne comme une folle, dit-elle en me poussant légèrement de l'épaule pour entrer, avec la naturelle de quelqu'un qui serait simplement sorti acheter du lait et non pas disparu pendant 3 ans sans un seul appel. Gracila, ai-je balbutié, stupéfaite, clignant des yeux à cause de la lumière du soleil. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle a enlevé ses lunettes avec un geste théâtral, révélant un maquillage parfait, épais, qui pourtant ne cachait pas complètement les lignes profondes de stress autour de sa bouche ni l'ombre de peur dans ses yeux. C'est comme ça que tu accueilles ta grande sœur? Qu'est-ce que tu fais ici? Pas un bonjour Cholita, je suis contente de te voir. Pas un câlin. Mon Dieu, tu restes une sauvage sans manière, Sim. Je viens voir maman, évidemment, et je viens rester un moment. Paie le taxi, tu veux bien? Le chauffeur attend mes $500 dehors. Je n'ai pas de monnaie, seulement des gros billets. Je suis resté paralysé une seconde, en train de digérer son audace, son culot. Gracila a claqué des doigts devant mon visage, ses longs ongles en acrylique faisant un bruit sec. Bouge, Sim, le taxi n'a pas toute la journée. Je suis allé à mon sac, j'ai sorti le billet de 5 cents que j'avais prévu pour les courses de la semaine, de l'argent que j'avais gagné en faisant des heures supplémentaires, et je suis sorti payer le taxi. L'homme m'a regardé avec compassion pendant qu'il sortait encore 2 cartons de chaussures du coffre. Quand je suis revenu à l'intérieur en portant les cartons, Gracila était déjà dans le salon, en train de passer son doigt sur les meubles et de critiquer les rideaux de velours. Ça sent le vieux ici. Ça sent l'enfermement, la mort et la naphtaline. On doit redécorer d'urgence si on veut vivre ici sans déprimer. Redécorer, ai-je demandé en refermant la porte avec le pied et en posant les cartons par terre. Gracila, qu'est-ce qui se passe vraiment? Où est ton mari, Roberto? Pourquoi tu amènes autant de valises? Son visage s'est durci une fraction de seconde, une fissure dans son masque de perfection, avant qu'elle ne lâche un rire forcé et aigu qui a résonné contre les murs vides. Roberto et moi, on fait une pause. Des choses de gens sophistiqués et occupés que toi tu ne comprendrais pas avec ta mentalité d'infirmière, petite sœur. Le plus important, c'est que j'ai besoin de paix et de tranquillité pour me retrouver moi-même et maman a besoin de moi. J'ai senti un appel spirituel dans mon cœur. Une voix qui m'a dit, va et prends soin de ta mère. Un appel. J'ai soufflé du nez. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'hypocrisie me brûlait la gorge. Tu n'as pas appelé à Noël, ni pour l'anniversaire de maman, ni quand elle a été hospitalisée pour la pneumonie l'année dernière. Et maintenant tu as un appel spirituel? Ne sois pas jalouse, ça te donne des rides et tu as déjà l'air plus vieille que moi. Où est ma maman? Gracila a ignoré mes questions et a marché vers la chambre de maman, ses talons frappant le parquet. Je l'ai suivi, craignant le pire, craignant que mon fragile écosystème ne soit détruit. Quand Gracila a ouvert la porte et est entrée, la transformation de Donia Hortensia a été instantanée, miraculeuse et dégoûtante. La femme qui, quelques heures plus tôt, me pinçait, m'insultait et me regardait avec dégoût, maintenant ouvrait les bras tremblants, des larmes de bonheur jaillissant de ses yeux. Ma fille, ma belle Cholita, je savais que tu viendrais. La Vierge de Guadalupe a entendu mes prières. Viens, viens dans les bras de ta mère, ma petite chérie. Gracila s'est agenouillée théâtralement à côté de la chaise roulante, en faisant très attention de ne pas salir son pantalon blanc en lin par terre. Regarde dans quel état ils t'ont mise. Tu es maigre, pâle, on voit tes os. Ils ne te nourrissent pas bien dans cette maison. Donia Hortensia m'a lancé un regard par-dessus l'épaule de Gracila. Un regard qui aurait pu couper du verre trempé. Je fais ce que je peux, ma fille, je souffre beaucoup, mais tu sais, Simona travaille tellement à l'hôpital, elle est toujours fatiguée et parfois elle oublie que sa mère existe. Parfois je passe des heures avec soif, la gorge sèche comme un désert, parce qu'elle dort après ses gardes et qu'elle n'entend pas quand je crie. J'ai eu l'impression de recevoir une gifle en pleine figure. Des heures avec soif. Je lui laissais une carafe d'eau fraîche et un verre avec une paille sur la table de nuit et je me réveillais toutes les 2 heures, en coupant mon sommeil sacré, pour vérifier ses signes vitaux et changer sa position. Ça suffit, déclara Gracila en se levant et en me regardant avec une supériorité qui m'a fait me sentir minuscule. Je suis là maintenant. Je vais prendre les rênes de cette maison. Simona,
monte mes valises à la chambre d'amis, celle avec le balcon. Et fais attention à la valise rose. C'est une édition limitée et le cuir est délicat. Cette nuit-là, la dynamique de la maison a changé radicalement. Je suis passé du rôle de fille servante à celui de servante invisible. Gracila et maman ont dîné dans la salle à manger principale, en utilisant la vaisselle de fête que j'avais interdiction de toucher. Elle riait et buvait une bouteille de vin rouge que Gracila avait sorti de ses bagages, même si maman prenait des médicaments forts et avait soi-disant l'alcool interdit. Moi, j'ai mangé un sandwich au jambon sec dans la cuisine, en écoutant leur rire et leur toast à travers la porte entr'ouverte. Mais la vraie raison de la visite de Gracila n'a pas mis longtemps à apparaître. Ce n'était pas l'amour ni un appel spirituel. C'était la fin de l'argent. 2 jours plus tard, un homme petit, chauve, en sueur, portant un costume gris brillant de taille trop grand, s'est présenté à la porte. Il s'appelait Maître Varela. C'est un ami de grande confiance, dit vite Gracila en le faisant entrer avec un sourire nerveux. Et il vient nous conseiller pour le patrimoine. Asseyons-nous dans le salon. Varela a sorti des plans, une calculatrice et un stylo doré. Il regardait partout autour de lui comme un expert dans un magasin de prêt sur gage. Cette propriété est un bijou brut, mesdames, dit-il en observant les hauts plafonds et les poutres en bois d'origine. Le quartier, la Colonia Roma, est en train de se gentrifier à une vitesse impressionnante. Il y a des promoteurs étrangers qui se battent pour des terrains comme celui-ci pour construire des lofts de luxe, des cafés et des galeries. Si vous vendez maintenant, Donia Hortensia, on parle d'au moins 15 millions de dollars. En liquide, si nécessaire. Le silence dans le salon a été total. J'ai vu les yeux de Gracila. Ils ne brillaient pas de soulagement ou de sécurité pour notre mère. Ils brillaient avec la cupidité d'un animal affamé qui voit de la viande fraîche. Ils brillaient comme la solution à ses dettes cachées. 15 millions. Murmura maman en portant la main à sa poitrine, savourant le chiffre. C'est beaucoup d'argent, c'est une fortune. C'est assez pour que tu partes dans cette clinique privée en Suisse dont je t'ai parlé, maman, intervint Gracila en prenant sa main et en la serrant avec ferveur. Là-bas, ils te traiteront comme une reine, ils te guériront avec une technologie de pointe. Et nous, eh bien, nous pourrions acheter quelque chose de plus moderne, plus petit, un appartement intelligent à Santa Fe, sans escalier, sans poussière vieille. C'est pour ton bien, mamita. Non. Ma voix est sortie plus forte et plus rauque que ce que je pensais, brisant le sort de la cupidité. Tous se sont tournés vers moi comme si un meuble avait parlé. Pardon, dit Gracila en arquant un sourcil parfaitement dessiné. Cette maison ne se vend pas. C'est la maison de papa. C'est le patrimoine de la famille. Maman, tu as promis à papa, sur son lit de mort, qu'on ne vendrait jamais la maison. On a grandi ici. Tous les souvenirs des grands-parents sont ici. Ce n'est pas juste de l'argent. Les souvenirs ne paient pas les factures, idiote romantique, cracha Gracila, perdant sa posture de dame de société en une seconde. Maman a besoin de soins de premier niveau, pas de tes petits soins d'infirmière de quartier et de tes soupes fades. Ce sont mes soins qui ont gardé maman en vie et stable pendant 10 ans, ai-je répliqué, sentant la chaleur de l'indignation monter à mes joues. Et toi, maintenant tu veux vendre la maison pour payer quoi? Tes cartes de crédit pleines? Tes paris? Ne crois pas que je suis stupide, Gracila. J'ai entendu ta conversation téléphonique hier soir dans la salle de bain. Tu dois de l'argent. Beaucoup d'argent et à des gens dangereux. Gracila s'est levée d'un bond. Sa chaise a grincé violemment sur le parquet. Son visage était rouge de colère. Tais-toi, malheureuse. Maman, dis-lui de se taire. Elle est en train de me salir dans ma propre maison devant le maître. Donia Hortensia a frappé le bras en bois de sa chaise roulante avec la paume de la main. Ça suffit. Elle a rugi avec une force étonnante pour une infirme. Simona, excuse-toi immédiatement auprès de ta sœur. Elle veut seulement le meilleur pour moi. Toi, tu es une égoïste qui veut me garder enfermé dans ce vieux musée pour te sentir utile et martyr. Si Gracila dit que vendre est ce qu'il y a de mieux pour ma santé, on va le considérer sérieusement. Mais maman. Ai-je commencé, la voix brisée. J'ai dit basta, hurla-t-elle, les yeux injectés de rage. Et apporte-nous plus de café et des biscuits. Et vous, maître, expliquez-moi comment se passerait le paiement et quand nous aurions l'argent. Je me suis retiré à la cuisine en tremblant de rage et d'impuissance. Pendant que je préparais le café,
mes mains ont heurté le sucrier à cause de mon tremblement et un peu de sucre s'est renversé par terre. En me baissant pour nettoyer avec un chiffon, j'ai vu quelque chose sous la table, quelque chose de petit et de marron qui ne collait pas avec ma cuisine impeccable. C'était des miettes de biscuits au chocolat avec des pépites. De ces biscuits importés, chers, que Gracilla avait apportés et rangés dans le placard du haut, celui qui est à 2 mètres de hauteur pour qu'ils ne prennent pas l'humidité. Gracilla était au régime, keto, strict, elle ne mangeait que du céleri et de l'eau. Moi, je ne mangeais pas de sucre. Et maman était soi-disant incapable de se lever de sa chaise roulante, même pas pour aller aux toilettes. J'ai regardé le placard du haut. Il était fermé. J'ai regardé les miettes par terre, pile à l'endroit où maman avait l'habitude de se mettre avec sa chaise quand je n'étais pas dans la cuisine. Un froid glacial, plus intense encore que celui de la morgue de l'hôpital, a parcouru mon dos. Ce n'était pas seulement de la cupidité que j'avais en face de moi. C'était un mensonge monumental, un mensonge qui se préparait depuis 10 ans sous mon nez. Le doute, c'est comme une graine empoisonnée. Une fois qu'elle tombe en terre fertile, elle fait des racines profondes et grandit vite, étouffant toute autre émotion. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Les miettes de biscuits dansaient dans mon esprit, se moquant de ma naïveté. Si maman pouvait atteindre ce placard si haut, ça voulait dire qu'elle devait se lever, tendre les bras et garder l'équilibre. Si elle pouvait faire ça, elle pouvait marcher. Et si elle pouvait marcher, alors les 10 dernières années de ma vie, mes sacrifices, mes doubles gardes, ma jeunesse perdue à lui changer des couches et à la laver, avaient été une farce grotesque. Une pièce de théâtre cruelle avec une seule spectatrice et victime, moi. J'avais besoin de preuves. Ma parole contre celle de la pauvre veuve infirme ne vaudrait rien devant personne. Mais j'avais aussi besoin d'une protection légale. Je me suis rappelé des histoires que mon père, dont Rogelio, me racontait sur la maison quand j'étais petite, pendant qu'il fumait sa pipe dans son bureau. Cette maison a des secrets, Simona, et elle a des protections que seul le propriétaire connaît. Papa était un avocat de la vieille école, un homme prévoyant qui se méfiait de tout le monde. Et j'ai appris trop tard qu'il se méfiait surtout de sa propre femme. Le lendemain matin, l'occasion s'est présentée toute seule. Gracilla a annoncé qu'elle allait emmener maman au parc et lui acheter une glace, quelque chose d'inédit depuis une décennie. Je savais que c'était une excuse pour laisser la voie libre à l'expert de l'agence immobilière pour mesurer la maison tranquillement, ou peut-être pour conspirer sans que je les entende. J'ai appelé l'hôpital et je me suis déclaré malade, avec une forte migraine. C'était la première fois en 5 ans que je manquais le travail. Dès que la voiture de Gracilla est sortie du garage, j'ai fermé la porte à double tour et je suis allé directement au bureau de mon père. La pièce était exactement comme il l'avait laissée il y a 10 ans, imprégnée de l'odeur de vieux tabac, de cuir et de poussière de livres de droit. Gracilla et maman évitaient cette pièce comme si elle avait la peste. Elles disaient que ça leur donnait une mauvaise énergie. Moi, je savais que c'était l'énergie de l'honnêteté et de la justice qui les repoussait. J'ai commencé à fouiller frénétiquement. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais mon intuition me guidait comme un chien de chasse. J'ai vérifié les tiroirs du bureau en acajou, j'ai secoué les livres creux de la bibliothèque, j'ai palpé derrière les tableaux de paysages. Rien, seulement de la poussière et de vieux papiers sans valeur. Je me suis assis sur sa chaise pivotante en cuir, frustré, avec envie de crier, et mes yeux se sont posés sur le plancher en bois sous le tapis persan, qui était légèrement déplacé. Il y avait une planche juste en dessous de l'endroit où se trouvait autrefois le coffre-fort, avec une teinte légèrement différente, plus sombre à cause du frottement. Je me suis rappelé un après-midi, il y a 20 ans, où j'avais vu papa cacher quelque chose là et me faire un clin d'œil. Le trésor du pirate, m'avait-il dit. Avec un ouvre-lettre en bronze, j'ai fait levier et j'ai soulevé la planche avec un craquement sec. Mon cœur battait à toute vitesse dans ma gorge. En dessous, dans un trou rempli de peluches, il y avait une boîte métallique rouillée de biscuits. Je l'ai sortie, j'ai nettoyé le couvercle et je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Dedans, il n'y avait ni argent ni bijoux. Il y avait une grande enveloppe jaune fermée avec du scotch et un mot manuscrit sur une feuille de cahier, avec l'écriture fine et ferme de mon père. Pour toi, Simona. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là et que probablement elle, ta mère et ta sœur, essaient de te prendre ce qui est à toi. Ta mère est une femme difficile, ma fille, et ça me fait mal de le dire, mais son ambition a toujours été plus grande que son cœur. Il y a des années, quand elle a commencé avec ses vertiges dramatiques et ses exigences, j'ai consulté un notaire de confiance.
La maison est à ton nom, Simona. J'ai fait une donation en vie, avec réserve d'usufruit viager pour ta mère. Elle peut vivre ici jusqu'à sa mort. Elle a droit au toit, mais elle ne peut pas vendre, ni hypothéquer, ni céder la maison. Tu es la propriétaire légitime. Et si elle tente de te nuire physiquement ou de vendre derrière ton dos, ce document annule automatiquement son usufruit par la clause d'ingratitude et de tromperie. Protège-toi, ma guerrière, et pardonne-moi de t'avoir laissé seule dans la tranchée. Les larmes ont coulé sur mes joues brûlantes et salées, mouillant le papier. Papa savait. Papa savait qu'il dormait avec l'ennemi et il m'avait laissé un bouclier et une épée. J'ai serré le document original, l'acte avec les tampons du notaire, contre ma poitrine. J'étais la propriétaire. Elle pouvait amener leur maître Varela, mais elle ne pouvait pas vendre un seul briquet de cette maison sans ma signature. Et même si elle falsifiait ma signature, ce document original prouverait la fraude et les enverrait en prison. Mais avoir le papier ne suffisait pas pour être en sécurité. J'avais besoin de les exposer. J'avais besoin que le monde voie qui était vraiment Donia Hortensia avant de montrer ma carte maîtresse, parce que si je me contentais de leur montrer le document, elles étaient capables de me tuer sur place pour le détruire. J'ai rangé le document dans mon sac, collé contre mon corps. Je n'ai pas osé le laisser à la maison une seconde de plus. Je suis sorti en courant par la porte de service et j'ai pris un taxi pour l'autre bout de la ville, dans un quartier plus modeste, vers le petit appartement de Matteo. Matteo, mon ami d'enfance, le voisin qui jouait avec moi dans la rue, le seul homme qui m'avait attendu patiemment, même si je ne lui avais jamais donné de vrai espoir, parce que je devais prendre soin de maman. Il travaillait en installant des systèmes de sécurité et des réseaux. C'était un génie avec les câbles et les caméras. Quand je suis arrivé, il avait les cheveux en bataille et l'air surpris. Je lui ai tout raconté, en parlant trop vite, en lui montrant la serviette avec les miettes et la lettre de papa. Matteo n'a pas été aussi surpris que je m'y attendais. Son visage s'est durci. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre, de très sombre, chez Donia Hortensia, Simona, a-t-il dit en me servant un verre d'eau pour me calmer. Cette femme a un regard de requin, mais faire semblant d'être complètement paralysée, ça, c'est du niveau psychopathe. Ça demande une dévotion au mal qui fait peur. J'ai besoin que tu m'aides, Matteo. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin que ce soit enregistré. Si je vais à la police seulement avec mes paroles et un papier, ils diront que je suis une fille ingrate qui invente des histoires. Elle est la pauvre veuve infirme pour la société, et moi je suis la fille amère. Je considère que c'est fait, dit-il. J'ai du nouveau matériel dans l'atelier. Des caméras espions 4K de la taille d'un bouton de chemise. Elles se connectent au cloud en temps réel. Tu pourras tout voir depuis ton téléphone, et ça sera enregistré sur un serveur sécurisé. Même si elle brûle la maison, la preuve ne disparaîtra pas. Ce même après-midi, pendant que Gracila et maman étaient encore dehors en train de célébrer leur future fortune, Matteo est entré par la porte de service. Nous avons travaillé vite et en silence. Nous avons installé 3 caméras stratégiques. Une dans le salon, cachée dans le détecteur de fumée au plafond. Une dans la cuisine, à l'intérieur du mécanisme d'une vieille horloge murale. Et la plus importante, la décisive, dans la chambre de maman, cachée dans la reliure d'un gros livre sur l'étagère, face à son lit. C'est bon, dit Matteo en configurant l'application sur mon téléphone avec des mains expertes. Là, elle s'active avec le mouvement et le son. Si quelqu'un respire fort dans cette pièce, on le saura. Sim, fais très attention. Si elles découvrent ça. Là, elles ne le découvriront pas. Elles croient que je suis stupide, elles croient que je suis invisible, et ce sera leur perte. Quand elles sont revenues au coucher du soleil, j'étais dans la cuisine, en train de couper des légumes pour le dîner, essayant d'agir normalement avec chaque fibre de mon corps, même si à l'intérieur je tremblais comme une feuille. Aïe, quelle journée fatigante, s'exclama Gracila en entrant avec de nouveaux sacs de boutique chers. D'où venait cet argent si elle était endettée jusqu'au cou? Probablement d'un acompte douteux de ce Varela ou de cartes de crédit clonées. Son culot n'avait pas de limite. J'ai mal aux hanches. Les secousses de la voiture m'ont tué, se plaignit maman depuis sa chaise en faisant une grimace de douleur exagérée. Simona, prépare-moi un bain de pied avec des sels d'Epsom, vite, je commence à avoir des crampes. J'ai fait ce qu'elle demandait. J'ai été la servante parfaite, la fille soumise. Je leur ai servi le dîner, je leur ai préparé le bain, je leur ai souhaité bonne nuit. Mais cette nuit-là,
enfermé dans ma chambre avec le verrou fermé et une chaise poussée contre la porte, j'ai ouvert l'application sur mon téléphone. L'écran montrait le salon en vision nocturne, une image verdâtre et granuleuse, comme dans un film d'horreur. Tout était calme. J'ai changé pour la caméra de la cuisine. Rien, juste le goutte-à-goutte du robinet. J'ai changé pour la troisième caméra, la chambre de maman. Donia Hortensia était au lit, sous les couvertures, ronflant doucement. Je suis peut-être folle, ai-je pensé, sentant une pointe de doute. Peut-être que les miettes sont tombées d'un paquet mal fermé. Peut-être que je m'invente des méchants là où il n'y a que de la vieillesse et de l'égoïsme. Mais à 2h15 du matin, le téléphone a vibré dans ma main, me faisant sursauter. Alerte de mouvement. Chambre principale. Mes mains sont devenues moites alors que je déverrouillais l'écran. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang, m'a coupé la respiration, et en même temps a allumé un feu de rage volcanique dans mes entrailles. Sur l'écran du téléphone, Donia Hortensia a ouvert les yeux. Elle a regardé la porte fermée pour s'assurer que personne n'entrait. Puis elle s'est assise sur le bord du lit. Pas avec difficulté, pas entraînant son corps, pas avec douleur. Elle s'est assise avec l'agilité et la force d'une femme en bonne santé de 50 ans. Elle a étiré les bras au-dessus de sa tête, bâillé largement, étiré le cou, puis elle s'est levée. Elle s'est tout simplement levée. Ses pieds ont touché le sol et ses jambes ont supporté son poids sans trembler. Elle a marché jusqu'à l'armoire en bois. Elle s'est baissée et a sorti une bouteille de tequila qu'elle cachait entre les couvertures d'hiver. Elle l'a ouverte et a bu une longue gorgée directement à la bouteille, s'essuyant la bouche avec le dos de la main. Ensuite, elle a fait quelque chose qui m'a retourné l'estomac et m'a donné envie de hurler. Elle s'est mise à danser. Une petite danse moqueuse, en bougeant les hanches, en fredonnant une chanson pendant qu'elle se regardait dans le miroir de pied et ajustait sa chemise de nuit. On aurait dit qu'elle célébrait sa propre ruse, qu'elle trinquait avec son reflet pour son mensonge magistral. Puis la porte de sa chambre s'est ouverte et Gracilla est entrée. Elle n'a pas été surprise de voir maman debout en train de boire, au contraire, elle a ri doucement et a fermé la porte derrière elle. « Maman, baisse la voix. Tu vas réveiller l'idiote », murmura Gracilla. Le micro très sensible de la caméra a capté l'audio parfaitement. Chaque syllabe était un poignard. « Cette idiote dort comme une bûche », répondit maman. Sa voix était claire, forte, sans le tremblement fin de la vieille malade. En plus, elle est tellement fatiguée de me nettoyer les fesses et de travailler double poste qu'elle n'entendrait même pas un tremblement de terre. Il dit, le maître Varlat a déjà dit quand on va recevoir le gros acompte ? Vendredi, après-demain. Mais on a besoin de sa signature sur la cession de droit, ou alors il faut qu'elle disparaisse de la carte. Ne t'inquiète pas pour ça, dit maman en prenant une autre gorgée et en passant la bouteille à ma sœur. J'ai déjà tout prévu. Si elle refuse demain, je vais l'accuser de maltraitance physique et psychologique. Je vais me faire quelques bleus moi-même demain soir. On appellera la police, on dira qu'elle a perdu la tête, qu'elle a fait une crise psychotique et m'a attaqué. Avec mes faux antécédents médicaux et mon âge, ils croiront la pauvre vieille sans défense. Ils l'enfermeront en psychiatrie, ils la déclareront mentalement incompétente, et toi tu resteras comme ma tutrice légale et administratrice de mes biens. Et là, on signe. Tu es un génie, maman. Un génie maléfique et brillant. Je t'aime, vieille sorcière. Et moi aussi je t'aime, ma fille en or. À notre nouvelle vie en Europe, loin de cette vieille maison et de cette fille inutile. J'ai fermé l'application. J'ai senti des hauts le cœur violent. Je me suis précipité aux toilettes et j'ai vomi le dîner dans la cuvette, en tremblant sans pouvoir me contrôler. Voilà, j'avais la confirmation totale. Ma mère n'était pas seulement une menteuse. C'était un monstre calculateur qui prévoyait de me détruire, de m'enfermer dans un asile, d'effacer mon existence pour maintenir son niveau de vie et couvrir les erreurs de sa fille préférée. Je me suis lavé le visage avec de l'eau glacée jusqu'à avoir mal à la peau. Je me suis regardé dans le miroir, mes yeux rouges et fatigués. La Simona soumise, la Simona victime, la Simona qui s'excusait d'exister, est morte à ce moment-là, à côté des toilettes. Là elles veulent la guerre, ai-je chuchoté à mon reflet, en montrant les dents. Là elles l'auront. Mais elles ne savent pas que le champ de bataille est à moi et que c'est moi qui ai les armes. Les 2 jours suivants ont été un exercice d'actrice digne d'un Oscar. J'ai dû avaler ma bile, mon dégoût et ma rage chaque fois que maman me demandait de lui bouger ses jambes mortes ou de la porter aux toilettes.
Je sentais son corps tendu, ses muscles fermes qui collaboraient en secret, et maintenant je comprenais pourquoi mon dos ne s'était jamais cassé en 10 ans. Elle se soutenait elle-même quand je la portais, utilisant sa force juste assez pour feindre le poids mort, mais pas pour tomber. C'était une maîtresse dans l'art de la tromperie physique. Le jeudi soir, l'atmosphère dans la maison était électrique, lourde. Comme l'air avant un orage. Gracila était nerveuse, en sueur. Elle faisait les 100 pas en se rongeant les ongles jusqu'au sang. Elle savait que la date limite de ses dettes était le lendemain. 2 types en moto étaient passés lentement devant la maison cet après-midi-là, en regardant les fenêtres. La menace était réelle. Simona, viens au salon. On doit parler sérieusement, dit Gracila après le dîner, d'un ton qui ne permettait aucune discussion. Je suis allé au salon. Maman était dans sa chaise, avec une couverture sur les jambes malgré la chaleur étouffante. Gracila posa un document sur la table basse avec un coup sec. C'est le contrat de vente finale et une cession de droit irrévocable, dit Gracila sans tourner autour du pot, les yeux brillants de désespoir. L'acheteur vient demain à 10 h avec le notaire. Tu vas signer maintenant. J'ai pris le papier sur la table. Mes mains ne tremblaient pas. Plus maintenant. La certitude de leur trahison m'avait donné un calme froid, presque chirurgical. Je ne vais rien signer, Gracila. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, cette maison ne se vend pas. Ne sois pas obstinée, fille, hurla maman depuis sa chaise en frappant la coudoir. C'est pour ma santé. Tu veux que je meure ici comme un chien? Tu ne vas pas mourir, maman, ai-je dit calmement, en la regardant droit dans les yeux, en plantant mon regard dans ses pupilles sombres. Tu es plus forte que tu n'en as l'air. Beaucoup plus forte. J'ai vu un éclair de vraie peur dans ses yeux, une petite étincelle de elle sait, mais elle l'a vite cachée sous un masque d'indignation. Qu'est-ce que tu insinues, fille insolente, demanda Donia Hortensia d'une voix dangereuse, en baissant le ton jusqu'à un murmure menaçant. Rien, juste que tu as une constitution en fer. Mais la réponse est non. Je ne signe pas. Gracila s'est approchée de moi, envahissant mon espace personnel. Elle sentait l'alcool rance et le parfum bon marché mis en excès pour couvrir l'odeur de peur. Écoute-moi bien, petite souris. On ne te demande pas ton avis. Tu vas signer ou tu vas le regretter pour le reste de ta misérable vie. Tu n'as aucune idée de qui tu te frottes. J'ai des amis qui peuvent faire en sorte qu'un accident ait l'air très naturel. Une chute dans les escaliers, une agression qui se passe mal. Tu es en train de me menacer de mort, Gracila, ai-je demandé, en faisant bien attention de parler clair et fort, en dirigeant ma voix vers le détecteur de fumée au-dessus de nous, là où la caméra enregistrait tout. Prends ça comme tu veux. Demain à 9 h, ce papier a ta signature. Ou prépare-toi à l'enfer sur terre. Je me suis retiré dans ma chambre et j'ai fermé le verrou immédiatement. Mon cœur frappait contre mes côtes. Je savais que cette nuit, elles allaient tenter quelque chose. Le plan pour m'accuser de folle, que j'avais entendu dans l'enregistrement, allait se mettre en marche, ou alors, vu la désespération de Gracila, quelque chose de bien pire et définitif. Je me suis couché habillé sur le lit, avec mes baskets aux pieds et bien attachées. J'ai caché un deuxième téléphone dans mes sous-vêtements, collé à ma peau, pour qu'elle ne le trouve pas si elle me fouillait. J'ai envoyé un message à Matteo, code rouge. Reste en alerte. Ne dors pas. Je crois que c'est pour cette nuit. Matteo a répondu tout de suite, son message éclairant l'obscurité. Je suis en train de regarder les caméras et j'enregistre tout. J'ai la police sur un numéro rapide et le commandant Juarez est déjà au courant. Au premier cri, j'arrive avec la cavalerie. Fais attention, Sim. Ne les laisse pas t'encercler. Le temps passait lentement, lourd. Chaque minute était une heure. À 2 h du matin, le son a commencé. C'était un son régulier, métallique, glaçant. CHHHK, CHHHK, CHHHK. Il venait de la cuisine. Je me suis levé silencieusement du lit et j'ai collé l'oreille contre la porte en bois. Quelqu'un était en train d'aiguiser un couteau. Non, pas juste l'aiguiser. Il le faisait avec rage, avec force, avec une intention violente. J'ai ouvert l'application sur le téléphone, avec la luminosité au minimum, cachée sous les draps comme une petite fille effrayée. La caméra de la cuisine montrait Gracila. Elle était assise à la table, en nuisette de soie, en train de passer la pierre à aiguiser sur le plus grand couteau à viande que nous avions, celui qu'on utilisait pour la dinde de Noël.
Elle avait le regard perdu, psychotique, fixé sur la lame brillante. Doña Hortensia était à côté d'elle, debout, en train de se servir encore du tequila dans un petit verre. « Fais-le vite », dit maman, sa voix captée par le micro. « Entre, fais-lui peur. Si elle résiste, mets-lui un coup sur la tête ou coupe-la un peu. On a seulement besoin qu'elle soit inconsciente ou terrorisée quand la police arrivera. Je vais me frapper le visage contre l'encadrement de la porte maintenant, comme ça j'aurai déjà un bleu pour dire qu'elle m'a frappé en premier. » J'ai regardé sur l'écran, avec un mélange d'horreur et de fascination, ma propre mère s'approcher du cadre en bois solide de la porte de la cuisine. Elle a fermé les yeux, a pris de l'élan, et s'est frappé la pommette droite contre le bois. 1, 2, 3 fois, avec une force brutale, sans émettre un seul son de douleur. Son visage a enflé et rougi presque immédiatement. C'était une scène grotesque, une automutilation calculée avec un sang-froid de chef d'entreprise, qui m'a glacé le sang. « C'est bon », dit maman en touchant le bleu avec satisfaction. Maintenant, on dirait qu'elle m'a mis un coup de poing direct. Va la chercher. Traîne-la ici. Que le sang reste dans la cuisine ou dans le salon, c'est plus facile à nettoyer que sur la moquette de sa chambre. Gracila hocha la tête, testa le fil du couteau avec le pouce, faisant sortir une goutte de sang, et sourit. Un sourire tordu, vide, de quelqu'un qui a perdu la raison. J'arrive, petite sœur. Le jeu est fini. J'ai fermé le téléphone et l'ai rangé. Le moment était arrivé. Je ne pouvais pas rester enfermé. Si elle défonçait la porte et m'attaquait à l'intérieur, il n'y aurait pas d'autres témoins que les 4 murs. J'avais besoin de les amener dans le salon principal, là où la caméra avait le meilleur angle, la meilleure lumière, et où le micro captait tout. J'ai respiré profondément. J'ai invoqué la force de mon père, en priant pour qu'il me protège de là où il était. J'ai fait glisser le verrou de ma porte avec un léger clic et je suis sorti dans le couloir sombre, juste au moment où la silhouette de Gracila avançait vers moi avec le couteau à la main. « Eh ben, le rat est sorti de son trou plus tôt que prévu », murmura Gracila en me voyant debout au milieu du couloir. Sa voix était pâteuse à cause de l'alcool et de l'adrénaline. Le couteau brillait de façon sinistre avec la lumière de la lune qui entrait par la haute fenêtre. « Me pose ça, Gracila », ai-je dit en gardant la voix ferme, même si mes jambes tremblaient comme de la gelée. J'ai reculé doucement vers le salon, pas à pas, en calculant la distance. « Mais tu ne vas pas faire ça. C'est de la folie. Tu vas aller en prison. »« Je vais faire ce qu'il faut pour survivre », hurla-t-elle, perdant le contrôle et se jetant sur moi comme une bête. Elle ne m'a pas poignardé tout de suite. Pas encore. Elle m'a percuté avec son épaule, avec tout le poids de son corps, me projetant violemment contre le mur du couloir. Le choc m'a coupé le souffle, un gémissement douloureux sortant de ma poitrine. J'ai senti une douleur aiguë dans les côtes, un craquement qui m'a dit que quelque chose venait de se casser. Elle a profité de mon moment de stupeur pour me saisir par les cheveux avec sa main libre. « Avance, chienne. » Elle m'a tiré les cheveux avec tellement de force que j'ai cru que mon cuir chevelu se décollait de mon crâne. Elle m'a traîné vers le salon principal, exactement comme je le voulais, mais la douleur était bien plus réelle que ce que j'avais imaginé. Je me suis emmêlé les pieds et je suis tombé au sol. Gracila ne m'a pas lâché, elle a continué à me traîner sur les carreaux froids. J'ai senti mes genoux se râper, brûler contre le sol, laissant de la peau sur le chemin. « Maman » ai-je crié, sachant qu'elle était là, sachant qu'elle regardait depuis l'ombre. « Maman » dis-lui d'arrêter. Elle va me tuer. Nous sommes arrivés au centre du salon, sous le lustre en cristal, et surtout, sous le détecteur de fumée où l'œil électronique de Matteo voyait tout. Gracila m'a lâché les cheveux et m'a donné un coup de pied brutal dans le ventre. Je me suis plié en deux en position fétale, toussant, cherchant l'air désespérément, sentant la nausée monter dans ma gorge. « Signe ce putain de papier », rugit Gracila en sortant le contrat froissé de sa poche avec sa main gauche et en le jetant par terre à côté de mon visage, taché maintenant par une goutte de sang qui tombait de mon nez cassé. « Signe, ou je te jure sur ma vie que tu ne sortiras pas vivante de cette maison ce soir. »« Non », ai-je haleté, en crachant du sang sur le tapis. « La maison est à moi. Papa m'a laissé le titre de propriété. La donation est pour moi. » Cette révélation, c'était comme verser de l'essence pure sur le feu. Gracila s'est figée une seconde, en train de digérer l'information, puis a explosé dans une rage aveugle. « Menteuse. Ce vieux idiot ne t'a rien laissé. Tu n'es personne. » Elle m'a frappé au visage avec le manche lourd du couteau.
Le monde est devenu blanc une seconde, puis rouge. J'ai senti l'os de ma pommette craquer sous le choc. Le sang a commencé à couler, chaud et rapide, brouillant ma vision, trempant ma chemise. « Les signes » cria-t-elle encore, en levant le couteau, cette fois la lame dirigée vers le bas, comme si elle allait me la planter dans la poitrine. « Vas-y, Gracila. Termine-la. » La voix de Donia Hortensia a résonné depuis l'entrée de la cuisine, claire et autoritaire. J'ai levé mon œil encore valide vers l'ombre, et j'ai vu l'image qui me poursuivrait dans mes cauchemars et me libérerait en même temps devant la loi. Donia Hortensia était debout, droite, imposante, sans chaise roulante, sans canne, sans aide. Elle a marché vers nous d'un pas ferme, ses pantoufles frappant le sol en toute sécurité. Elle s'est arrêtée à côté de moi, me regardant d'en haut avec un mépris tellement absolu, tellement froid, que ça faisait plus mal que les coups. « Maman ?» ai-je murmuré en crachant un caillot de sang. « Tu marches, tout ce temps ?»« J'ai toujours pu marcher, idiote, » dit-elle avec une froideur qui faisait geler le sang. « C'était juste plus confortable que tu me serves. Tu étais une bonne servante, Simona, mais une fille horrible. J'en ai marre de ta tête de martyr et de tes soupes sans goût. » Gracila m'a saisi par le col de ma chemise pleine de sang et m'a un peu soulevé du sol, approchant son visage déformé par la rage et la folie du mien. Je pouvais sentir son souffle qui sentait le vin acide. « Tu vois, Sim » siffla Gracila. « Personne ne te veut ici. Personne ne va te regretter. Tu es un fantôme dans cette maison. » Elle m'a frappé de nouveau. Cette fois, un coup de poing direct à la tempe avec le poing fermé. Je suis tombé lourdement en arrière. Ma tête a rebondi sur le sol avec un bruit sec et écœurant. Ma conscience a commencé à clignoter comme une vieille ampoule sur le point de griller. Je voyais des taches noires danser sur le bord de ma vision. Gracila s'est mise à califourchon sur ma poitrine, m'immobilisant, serrant ma gorge d'une main et levant le couteau de l'autre, prête pour le coup final. « Cette maison sera ta tombe » rugit-elle, sa salive éclaboussant mon visage mélangé à mes larmes. « Je vais t'enterrer dans le jardin, sous les rosiers, et personne ne te trouvera jamais. Tu seras de l'engrais pour mes fleurs. » À ce moment de peur absolue, sentant le fil de la mort à quelques centimètres de ma peau, avec l'obscurité qui se refermait sur moi, j'ai regardé ma mère pour la dernière fois. J'ai cherché, bêtement, comme une enfant, une trace d'humanité, un doute, un reste d'amour maternel qui arrêterait la main de ma sœur. « Maman, s'il te plaît, aide-moi » ai-je supplié avec mon dernier souffle, en tendant une main tremblante vers elle, cherchant son contact. Donia Hortensia a regardé ma main pleine de sang. Elle ne l'a pas prise. Elle a levé son pied et a écrasé mes doigts avec force, les écrasant contre le sol. Elle s'est penchée sur moi jusqu'à ce que son visage remplisse tout mon champ de vision. Elle a souri. Un sourire cruel qui montrait ses dents tachées de rouge à lèvres, et elle a prononcé la sentence finale, claire et forte, pour que le micro l'enregistre pour l'éternité. « Tu mérites de mourir, Sim, tu es un poids. Tu l'as toujours été. Crève une fois pour toutes et rends-nous riches. Fais-nous cette faveur. » J'ai fermé les yeux, en attendant le froid de la lame. En attendant la fin. Mais ce que j'ai entendu, ce n'était pas le bruit de ma chair qui se déchire. Boum. La porte principale de la maison a explosé vers l'intérieur avec un fracas assourdissant, comme si un éclair était tombé au milieu du salon. Des éclats de bois ont volé dans les airs comme de la mitraille. La police. Lâchez l'arme. Par terre, maintenant. Des voix masculines fortes, remplies d'adrénaline et d'autorité, ont rempli l'espace, rebondissant sur les hauts plafonds. Des pas lourds de bottes tactiques ont grondé sur le sol en bois, faisant vibrer mon corps blessé. Gracila a crié, un hurlement aigu d'animal pris au piège, et elle a lâché le couteau par simple réflexe. L'arme est tombée avec un bruit métallique à quelques centimètres de mon oreille. Elle s'est relevée maladroitement de dessus moi, levant les mains couvertes de mon sang. « Ne tirez pas, génie-elle » son courage disparut en un instant. C'est elle qui m'a attaqué. Elle est folle. Je me défendais seulement. J'ai ouvert les yeux avec difficulté, luttant contre le trou noir. À travers le voile rouge qui couvrait ma vue, j'ai vu 3 policiers avec des gilets pare-balles et des armes pointées directement sur la poitrine de Gracila. Et derrière eux, Matteo est entré, le visage pâle comme du papier, le téléphone à la main, diffusant en direct. Et derrière Matteo, le commandant Juarez, un vieux ami de mon père qui connaissait la famille depuis des décennies. Le commandant Juarez a avancé dans le salon avec son arme sortie.
Il a regardé la scène horrible. Il m'a vu, moi, en sang, avec le visage méconnaissable et brisé par terre. Il a vu le couteau de boucher. Il a vu Gracila trembler. Puis ses yeux se sont posés sur Donia Hortensia. Donia Hortensia était debout, au milieu du salon, figée dans sa pose de méchante, la main toujours tendue en direction de mon corps. En voyant la police, son instinct d'actrice a essayé de se déclencher désespérément. Ses genoux ont flanché, ses yeux sont montés vers le ciel, elle a essayé de feindre un évanouissement, elle a tenté de tomber au sol pour ressembler à la pauvre vieille infirme et fragile qui avait besoin d'aide. Mais c'était trop tard. Beaucoup trop tard. Le rideau était tombé avant l'heure. Madame Hortensia, dit le commandant Juarez en baissant légèrement son arme, avec une voix mélange d'incrédulité et de dégoût profond. Vous êtes debout? Le silence qui a suivi a été comme celui d'un tombeau, assourdissant. C'était un silence lourd, dense, qui a semblé aspirer tout l'air de la pièce. Les policiers les plus durs, des hommes habitués à voir le pire de l'humanité dans les rues, ont baissé légèrement leurs armes, se regardant entre eux, tremblant devant la pure méchanceté de la scène. Ils avaient déjà vu des meurtriers, des narcos, des voleurs, mais voir une mère debout, en bonne santé, après avoir encouragé le meurtre de sa propre fille tout en faisant semblant d'être infirme, ça cassait quelque chose dans l'air. C'était contre nature, non? C'est un miracle, la poussée d'adrénaline, balbutia Hortensia en essayant de sourire, mais sa voix n'avait aucune force. Elle sonnait creux et fausse. Taisez-vous, ordonna le commandant, sa voix tranchante comme un fouet, coupant ses excuses. On a tout vu, madame. Votre miracle est enregistré en vidéo haute définition et envoyé sur le cloud. On a entendu ce que vous avez dit. On a entendu le « tu mérites de mourir ». Vous me dégoûtez. Matteo a couru vers moi en sautant par-dessus les morceaux de porte et s'est agenouillé à côté de moi, en enlevant sa veste pour me couvrir. Ses mains tremblaient un peu, mais elles étaient chaudes. Sim, tu m'entends? C'est Matteo. C'est fini. Tu es en sécurité maintenant. Respire, s'il te plaît, respire. Je me suis accroché à la main de Matteo avec la petite force qu'il me restait. J'ai regardé ma mère et ma sœur pendant que les policiers leur passaient les menottes brusquement. Gracila pleurait à grands cris, tapant des pieds comme une petite fille capricieuse, insultant la police et accusant tout le monde. Donia Hortensia, par contre, est restée silencieuse dès qu'elle a senti le métal froid des menottes sur ses poignets. Elle a arrêté de faire semblant. Elle s'est redressée de toute sa hauteur. Elle m'a regardé une dernière fois pendant qu'on la poussait vers la sortie. Dans ses yeux, il n'y avait plus de masque de mère souffrante, seulement de la haine pure, concentrée. Une promesse silencieuse de vengeance. Mais moi, je n'avais plus peur. Pendant que les ambulanciers entraient et me soulevaient sur la civière avec précaution, je suis passé au-dessus des taches de mon propre sang sur le sol. Je sentais la douleur, oui, chaque centimètre de mon corps hurlait, mais je sentais aussi une immense paix. Je savais qu'elles avaient perdu. La maison ne serait pas ma tombe. Ce serait leur cellule. Et moi, j'allais enfin vivre. Le réveil n'a pas été comme dans les films, où l'héroïne ouvre les yeux et se souvient immédiatement de tout. Non, le mien a été une lutte lente et collante contre l'obscurité. La première chose que j'ai remarquée, c'était le son, un bip, bip, bip rythmique qui me perçait le cerveau. Puis l'odeur, cette odeur reconnaissable entre toutes, d'antiseptiques industriels, de draps bien repassés et de maladies contenues. L'hôpital. Mon lieu de travail, mais cette fois, c'était moi la patiente. J'ai essayé de bouger et un gémissement m'a échappé sans que je le contrôle. J'avais l'impression qu'un camion m'était passé dessus, puis avait fait marche arrière pour bien m'écraser. Mes côtes étaient une ceinture de feu. Mon visage pulsait avec un battement à lui, chaud et gonflé. Sim, SHH, tranquille, tu es en sécurité. La voix était douce, un peu enrouée, remplie de fatigue. J'ai ouvert mon œil encore valide et j'ai vu une silhouette floue assise sur une chaise en plastique inconfortable à côté de mon lit. Matteo. Il portait les mêmes vêtements que la veille, avec ma marque de sang séché sur la manche de sa chemise. Ses yeux étaient rouges, creusés, mais quand il m'a vu me réveiller, ils se sont illuminés d'un soulagement tellement pur que j'ai eu envie de pleurer. Matteo. Ma voix était un croassement, comme si j'avais avalé du verre. Où sont-elles? En prison, Sim. Là où elles doivent être, dit-il en prenant ma main avec une délicatesse extrême, comme si j'étais en porcelaine cassée.
Le commandant Juarez s'est occupé de tout. Elles ne vont pas sortir. Elles n'ont pas de caution. Le juge a vu la vidéo préliminaire et a refusé toute possibilité de libération. J'ai fermé l'œil et laissé sortir l'air que je retenais sans m'en rendre compte. La prison. Ce mot sonnait doux, mais mon esprit, conditionné par 30 ans de manipulation, avait du mal à le comprendre. Maman, elle marchait. Matteo, elle a marché vers moi pour me tuer. Je sais. On l'a tous vu. Tout le monde va le savoir. Simona, c'est fini, le théâtre. Cet après-midi-là, le commandant Juarez est venu me voir. Il ne venait pas comme l'ami de mon père qui m'apportait des bonbons quand j'étais petite, mais comme un officier de la loi avec un gros dossier sous le bras et une expression sombre. Ma fille, dit-il en s'asseyant là où Matteo était assis avant. J'ai besoin de prendre ta déposition officielle dès que tu peux parler, mais avant je veux que tu saches quelque chose. On ne les a pas seulement attrapés pour tentative de meurtre et blessures graves. Il fit une pause, en regardant ses notes, comme si ce qu'il avait écrit était radioactif. En fouillant la maison, on a trouvé les médicaments de ta mère. Simona, la plupart étaient des placebos ou des vitamines. Les ordonnances pour les opiacés forts que tu achetais étaient accumulées dans un tiroir secret, jamais ouvertes, où elle les vendait. Ta sœur avait des messages sur son téléphone où elle négociait la vente de ce que tu achetais en pharmacie sur le marché noir. J'ai senti une nausée violente. Je m'étais privé de manger, de m'acheter des vêtements, d'avoir une vie, en dépensant mon salaire dans des médicaments extrêmement chers pour la douleur insupportable de ma mère. Et elle les vendait. Ce n'est pas tout, continua Juarez, sa voix se durcissant. Nous avons trouvé des transferts. Ta mère a transféré l'argent de sa pension et des prêts qu'elle demandait à la famille vers un compte au nom de Gracila à Monterrey. Elles ont saigné toute la famille élargie pendant des années avec l'histoire de la pauvre veuve malade. Toi, tu étais la seule à ne pas savoir que tout ça était une arnaque, parce que tu étais la main-d'œuvre gratuite. J'ai pleuré. J'ai pleuré, pas pour la douleur de mes os cassés, mais pour la douleur de ma stupidité. Je me suis senti comme la créature la plus naïve de la Terre. J'avais aimé un fantôme. J'avais pris soin d'un vampire. Ne pleure pas, Simona, dit Juarez en posant une main sur mon épaule. Tu n'es pas bête, tu es bonne. Et les gens mauvais comptent là-dessus. Ils comptent sur le fait que les gens bons ne peuvent pas imaginer une méchanceté aussi grande. Mais c'est fini. Je te promets, pour la mémoire de ton père, Don Rogelio, que je vais les enfoncer tellement profond qu'il faudra pomper de la lumière du soleil pour les voir. Les jours suivants à l'hôpital ont été un mélange flou de médecins, d'antalgiques et d'une réalité extérieure qui explosait sans que je puisse la contrôler. Matteo a essayé de me tenir loin des réseaux sociaux, mais c'était impossible de cacher le soleil avec un doigt. La vidéo avait fuité. Pas la vidéo complète avec tout mon sang, par respect pour la victime, mais le fragment clé. Le moment où Doña Hortensia, la vénérable veuve de la Colonia Roma, se lève de la chaise roulante, marche d'un pas ferme et piétine la main de sa fille blessée. L'audio du « tu mérites de mourir » était devenu une tendance nationale. La société mexicaine, qui vénère la figure de la mère au-dessus de tout, était sous le choc. C'était une aberration, une insulte à la Vierge, à la culture, à la famille. Quand j'ai enfin allumé mon téléphone, j'avais des centaines de messages. Des tantes qui ne me parlaient plus depuis des années, des cousines qui m'avaient bloqué parce que Gracila leur avait dit que j'étais une voleuse, des voisins qui me regardaient avec mépris. Tous étaient dans ma boîte de réception. Simona, pardonne-nous, on ne savait pas. Cette femme est le diable. On est avec toi, cousine. Mon Dieu, Simona, j'ai vu le journal télévisé. Tu as besoin de quelque chose? Je n'ai répondu à aucun. Leur repentir avait le goût de cendre. Où était-il quand j'avais des cernes jusqu'au menton? Où était-il quand je demandais de l'aide pour garder maman un week-end et que tout le monde avait déjà un truc de prévu? Maintenant que j'étais la victime célèbre, tout le monde voulait faire partie de mon groupe de soutien. Hypocrite. Mais il y a eu une visite que j'ai acceptée. C'était la Sonora Carmen, la voisine d'en face, une femme très bavarde mais au bon cœur, qui avait toujours eu des doutes. Elle est entrée dans ma chambre avec un tupet de bouillon de poulet et les yeux remplis de larmes. Ma fille, pardonne-moi de ne pas avoir appelé la police plus tôt, dit-elle en serrant le bord de mon drap. Je la voyais, tu sais? Parfois, la nuit, je voyais des ombres bouger vite dans la fenêtre de ta mère, mais je me disais, Carmen, tu es vieille et presque aveugle. Doña Hortensia est une sainte.
quel aveugle j'étais. Ne vous inquiétez pas, Doña Carmen, ai-je dit, la voix encore enrouée. Même moi, qui vivais avec elle, j'étais aveugle. Oh non, ma fille. Toi, tu n'étais pas aveugle. Tu étais en train d'aimer, et ça, ce n'est jamais un péché, même si c'est la mauvaise personne. Au fait? Elle a baissé la voix jusqu'à un chuchotement conspirateur. Ils doivent nettoyer la façade de la maison. Pourquoi? Parce que les gens sont venus jeter des œufs. Et ils ont écrit sorcière avec de la peinture rouge sur la porte. Le quartier ne pardonne pas, Sim. Elles ont sali la rue. Je me suis allongé sur l'oreiller en fermant les yeux. Sorcière. Je me suis imaginé la belle porte en bois de mon père tachée de peinture. Ça m'a fait mal, mais j'ai aussi ressenti une drôle de satisfaction. La maison, qui avait toujours été la scène parfaite de Doña Hortensia pour son théâtre de famille correct, était maintenant un monument à sa honte. La récupération physique a été lente. L'opération de ma pommette a laissé une fine cicatrice, une ligne blanche qui traversait ma peau comme une signature de survivante. Mes côtes ont guéri, mais respirer profondément me rappelait encore cette nuit-là. Mais le vrai sommet à gravir, c'était la guérison mentale. Je faisais des cauchemars chaque nuit. Je rêvais du son du couteau en train d'être aiguisé. CHHHK, CHHHK. Je rêvais du sourire de maman. Je me réveillais trempé de sueur, en hurlant, jusqu'à ce que l'infirmière de garde entre pour me calmer. Mais Matteo ne m'a pas laissé tomber. Il venait tous les jours après le travail. Il me lisait des livres, me racontait des blagues nulles, me parlait de l'avenir sans me presser. L'avocat dit que le procès aura lieu dans 2 mois, m'informa-t-il un après-midi pendant qu'il pelait une orange pour moi. Là elles veulent un procès rapide. Leur avocat commis d'office dit qu'il n'y a aucune défense possible. Mais Hortensia insiste pour témoigner, elle dit qu'elle a sa vérité. Et qu'elle témoigne, ai-je dit, sentant une nouvelle dureté en moi, comme de l'acier forgé dans le feu. Je veux la regarder dans les yeux une dernière fois. Je veux la voir essayer de manipuler un juge comme elle m'a manipulé moi. Le commandant Juarez m'a tenu au courant de ce qui se passait au centre de détention. Ces histoires étaient ma seule source de justice pendant que j'attendais le procès. C'est tout un spectacle, Simona, m'a-t-il raconté un jour avec un sourire tordu. On les a mises dans des cellules séparées, évidemment. Au début, Graciela criait en appelant sa mère. Elle disait que tout était une erreur, qu'elle voulait seulement me protéger d'une crise de folie. Mais quand on lui a montré la vidéo de l'affûtage du couteau, elle s'est effondrée. Et ta mère, elle, c'est un cas d'étude psychiatrique. Les premiers jours, elle exigeait sa chaise roulante. Elle criait que ses jambes ne répondaient pas, que le miracle avait été temporaire à cause de la peur. Les médecins de la prison l'ont examinée. Elle n'a rien, Simona. Ses muscles sont un peu faibles parce qu'elle ne faisait jamais d'exercice sérieux, mais ils sont fonctionnels. Quand on lui a refusé la chaise, elle s'est mise à jurer en toutes sortes de langues. Le plus intéressant et triste, c'est quand on a commencé à les interroger séparément sur le plan. Comme ça arrive toujours avec les criminels basés sur l'égoïsme, la loyauté a duré le temps d'un soupir. Graciela, terrifiée par l'idée de passer ses années de jeunesse en prison, a chanté comme un canari. C'était l'idée de ma mère, a déclaré Graciela dans sa confession enregistrée, d'après ce que l'avocat m'a raconté. C'est elle qui m'a appelé à Monterrey. Elle m'a dit que Sim était un poids, qu'elle voulait garder la maison pour elle et la laisser, elle, à la rue. Elle m'a dit, viens et aide-moi à nous débarrasser d'elle, et la maison sera à nous. Moi, j'ai juste obéi à ma mère. J'ai peur d'elle. Elle m'a obligé à attraper le couteau. Et de son côté, quand Doña Hortensia a su que sa fille en or la trahissait, elle a montré son vrai visage. Cette ingrate, a craché Hortensia aux enquêteurs. Graciela est accro au jeu. Elle doit des millions. Elle est venue chez moi pour fuir les narcos. C'est elle qui a tout planifié. Elle m'a dit que si je ne l'aidais pas, elle me tuerait, moi aussi. Je suis une pauvre vieille terrorisée. Je me suis levé de la chaise par panique. C'était un réflexe de survie en voyant ma fille cadette attaquer ma fille aînée. C'est moi la victime ici. Elles se dévoraient entre elles. Les rats piégés dans la cage qu'elles avaient eux-mêmes construite se mangeaient vivants. Savoir ça m'a donné une paix étrange. Il n'y avait aucun amour entre elles, il n'y en avait jamais eu. Il n'y avait que la complicité et l'intérêt. Sans butin à partager, le lien s'est brisé. La veille du procès,
je suis allé sur la tombe de mon père. J'avais apporté un bouquet de tournesol, ses fleurs préférées. Je me suis assise sur l'herbe, j'ai touché la pierre froide, et je lui ai parlé. Tu avais raison, papa. Elles étaient mauvaises. Mais elles ne peuvent plus me faire de mal. J'ai le bouclier que tu m'as laissé, et maintenant j'ai aussi mon épée. Demain, je vais finir ce que toi tu n'as pas pu faire, par amour ou par peur. Demain, je vais enterrer le passé. Le vent a soufflé doucement, faisant bouger les tournesols. J'ai senti que c'était lui qui me donnait sa bénédiction pour la bataille finale. Le jour du procès, le ciel de Mexico était gris et pluvieux, comme s'il comprenait mon humeur. Je suis arrivé au tribunal avec Matteo à mes côtés et Maître Urbano, l'avocat qui avait récupéré l'acte original et qui portait maintenant ma plainte principale. La salle était pleine. Des journalistes, des curieux, des parents éloignés, tout le monde voulait voir la fin de l'affaire de la mère miraculeuse, comme l'avait appelé la presse sensationnaliste. Quand elles sont entrées, l'air s'est refroidi. Graciela est entrée la première, menottée, portant l'uniforme beige de la prison. Elle avait l'air défaite, sans maquillage, avec les cheveux sales et les racines foncées visibles. On aurait dit qu'elle avait vieilli de 10 ans en 2 mois. Elle ne m'a pas regardé. Elle a gardé les yeux fixés sur le sol, tremblant. Puis, Doña Hortensia est entrée, et là, c'était le dernier acte de sa pièce. Elle est entrée dans une chaise roulante. L'avocat de la défense avait obtenu l'autorisation pour qu'elle l'utilise, parlant de fragilité, de stress. Elle portait un gilet gris, un chapelet autour du cou, et les cheveux blancs lâchés. Si tu ne savais pas qui elle était, tu aurais vu une mamie douce et sans défense. En passant devant ma table, elle a tourné la tête. Nos yeux se sont croisés, et une seconde, le masque est tombé. Elle m'a fait un clin d'œil, presque invisible, rapide, rempli de moquerie. Bon, on va voir si tu peux me battre, disaient ses yeux. J'ai serré la main de Matteo sous la table jusqu'à en avoir les jointures blanches. Le procès a commencé. Le procureur a été implacable. Il a exposé les faits, les preuves financières, la fraude à la pension d'invalidité. Il a appelé les experts médicaux qui ont certifié mes blessures. Il a appelé le commandant Juarez. Mais le moment clé, ça a été mon témoignage. Je suis monté à la barre, j'ai juré de dire la vérité, et j'ai raconté mon histoire. Pas avec une voix tremblante, mais avec la voix de quelqu'un qui a survécu. J'ai raconté les 10 années d'esclavage. J'ai raconté les insultes murmurées. J'ai raconté comment on m'interdisait d'avoir un petit ami, de sortir, de vivre. Et j'ai raconté la nuit de l'attaque. Mademoiselle Simona, demanda l'avocat de la défense de ma mère, un type avec une tête de fouine qui essayait de me discréditer. N'est-il pas vrai que vous ressentiez du ressentiment envers votre mère à cause de sa maladie? N'est-il pas vrai que vous avez provoqué la bagarre pour garder la maison? Non, ai-je répondu en regardant directement Hortensia. J'aimais ma mère. J'ai donné ma vie pour elle. La seule rancœur qu'il y a dans cette salle, c'est celle d'une femme qui haïssait sa fille parce qu'elle lui rappelait le mari qu'elle n'a jamais pu contrôler. Hortensia a laissé échapper un sanglot, en se couvrant le visage avec un mouchoir. Objection, cria l'avocat. Le témoin est en train de spéculer. Objection acceptée, dit le juge, mais j'ai vu dans son regard qu'il me croyait. Ensuite, ce fut le tour de la défense. Ils ont appelé Hortensia à la barre. Elle a roulé jusqu'à la place des témoins sur sa chaise. Elle a pris le micro avec des mains tremblantes. Monsieur le juge, dit-elle avec une voix cassée, je suis une mère. J'aime mes filles. Simona a toujours été compliquée. Elle avait des problèmes mentaux. Cette nuit-là, c'est elle qui a attaqué Graciela. Moi, je me suis levé par un miracle de Dieu, à cause de la terreur de voir ma fille aînée mourir. C'était l'adrénaline. Je ne me souviens pas avoir dit quoi que ce soit de méchant. Je voulais juste la paix. Le jury a murmuré. Certains avaient l'air touchés par son jeu. Elle était douée. Très bonne actrice. Vous dites que c'était un acte d'amour maternel, demanda le procureur en s'approchant d'elle comme un prédateur. Oui, monsieur, seulement de l'amour. Et vous dites que c'est Simona qui a attaqué la première? Oui. C'est elle qui avait le couteau. Graciela le lui a arraché des mains pour se défendre. Le procureur a souri. Un sourire de loup. Monsieur le juge, je demande la permission de passer la preuve à la vidéo complète, avec l'audio amélioré,
récupéré du serveur cloud de Monsieur Matteo. L'avocat de la défense a essayé de s'opposer, mais le juge a frappé de son maillet. Permission accordée. Les écrans de la salle se sont allumés. La salle a été plongée dans l'obscurité. Sur les écrans géants est apparue l'image nette du salon de ma maison. Cette nuit-là, on a vu Gracila me traîner par les cheveux. On a entendu le bruit sec de mon corps frappant le sol. On a entendu mon cri, « Maman ». Le public a retenu son souffle. Sur la vidéo, Gracila me donnait des coups de pied. Et on a vu Hortensia en arrière-plan. Elle n'avait pas peur. Elle était en train de boire son verre. Et quand Gracila a sorti le contrat, Hortensia a crié. « Fais-le, Gracila ». Puis est venu le moment où elle se lève. Elle ne court pas pour séparer une bagarre. Elle marche lentement, avec arrogance. Elle s'approche de moi. Et l'audio, nettoyé du bruit par les experts, a résonné dans la salle comme un tonnerre. « Tu mérites de mourir, Sim, tu es un poids. Tu l'as toujours été. Crève une fois pour toutes et rends-nous riches. » La vidéo a continué. On a vu comment elle écrasait ma main. On a vu son sourire. Il n'y avait aucune peur sur son visage. Il y avait du plaisir. Quand la vidéo s'est terminée, le silence dans le tribunal était total. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Tous les regards se sont tournés vers la pauvre vieille dans sa chaise roulante. Hortensia était pâle. Elle ne pleurait plus. Elle savait que la partie était finie. Elle a regardé autour d'elle, cherchant une sortie, cherchant quelqu'un à manipuler, mais elle n'a trouvé que des visages remplis de dégoût. Le juge, un homme aux cheveux gris avec des lunettes épaisses, a enlevé ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Il a regardé Hortensia avec une sévérité qui a fait trembler même l'avocat de la défense. En 30 ans de carrière, dit le juge, sa voix portant sans micro, j'ai vu des crimes passionnels, des crimes par nécessité, et des crimes par stupidité. Mais rarement j'ai vu une méchanceté aussi pure, aussi calculée et aussi contre nature que celle que je viens de voir. Il a regardé Gracila. Gracila, vous avez essayé de tuer votre propre sang pour de l'argent. Vous êtes un danger pour la société. Il a regardé Hortensia. Et vous, Madame Hortensia, vous avez utilisé le lien sacré maternel comme une arme. Vous avez simulé une maladie pour réduire une fille en esclavage, puis vous avez comploté pour l'assassiner quand cet esclavage n'était plus rentable. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes l'architecte de cette tragédie. Le verdict a été rapide. Gracila Méné, je vous condamne à 18 ans de prison pour tentative d'homicide qualifié avec préméditation, traîtrise et avantage. Gracila a poussé un cri déchirant et s'est évanouie dans les bras des gardiens. Hortensia Ramirez, continua le juge, je vous condamne à 20 ans de prison. Vu la nature atroce de vos crimes et votre capacité physique et mentale prouvée à manipuler et à nuire, votre demande d'assignation à résidence est rejetée. Vous purgerez votre peine dans l'aile psychiatrique du Centre de réadaptation sociale de Santa Marta à Catitla, sous surveillance stricte. Et en plus, tous vos droits sur la propriété en question vous sont retirés, et vous êtes condamné à rembourser à l'État tous les paiements de pension d'invalidité que vous avez reçus frauduleusement ces 10 dernières années. Le maillet a frappé sur le bois. Poum. C'était le plus beau son que j'ai entendu de ma vie. Mieux que n'importe quelle symphonie. 2 gardiennes se sont approchées d'Hortensia. Levez-vous, détenue, dit l'une d'elles sans aucune douceur. Hortensia s'est accrochée à la chaise roulante. Je ne peux pas. Je suis une vieille femme. On a vu la vidéo, madame. Levez-vous ou on vous lève. Hortensia, tremblant de rage, s'est levée. Elle n'avait plus besoin de faire semblant. Elle s'est dressée, a lissé son gilet et m'a regardé à travers la salle. Ses yeux étaient 2 puits noirs de haine infinie. « Maudite sois-tu, Simona » siffla-t-elle, même si les gardiennes la poussaient. « Toi et ton père. J'aurais souhaité que tu meures en naissant. » Je me suis levé. Je me suis retenu au garde-corps. Je n'ai pas baissé les yeux. Je n'ai pas tremblé. « Au revoir, Hortensia » ai-je dit assez fort pour qu'elle m'entende. « Profite bien de ta nouvelle maison. Elle n'a pas de balcon, mais au moins tu n'auras pas besoin de faire semblant de ne pas savoir marcher. » On l'a emmenée en traînant des pieds, en criant des insultes pendant que les gens dans la salle la huaient. Gracila a été sortie par une autre porte, pleurant comme une enfant perdue. Je suis resté là, debout, au centre de l'ouragan qui venait de se dissiper.
Matteo m'a enlacé par derrière. Maître Urbano m'a donné une tape sur l'épaule. Justice a été rendue, Simona. Ton père serait fier. J'ai respiré profondément. L'air sentait la pluie et la liberté. Oui, ai-je murmuré. C'est fini. Si tu es encore ici, s'il te plaît, aide-moi en laissant un like sur la vidéo et en écrivant le numéro 1 en commentaire. Comme ça je saurai que tu as liké et que tu m'accompagnes sur ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Écris le numéro 1 et écoute-moi pendant que je continue à raconter mon histoire. Revenir à la maison a été la dernière étape. Je devais le faire. Je ne pouvais pas simplement la vendre sans lui dire au revoir, sans purifier l'endroit. Un mois après le procès, quand mes blessures physiques n'étaient plus que des cicatrices et que la douleur dans mes côtes n'était qu'un souvenir lointain, j'ai mis la clé dans la serrure de la porte principale. La peinture rouge des sorcières avait déjà été nettoyée par Matteo, mais je pouvais encore voir l'ombre des lettres sur le bois. Je suis entré. La maison était silencieuse, mais pas le silence d'avant, lourd de tension et d'attente. C'était un silence vide, creux. La poussière flottait dans les rayons de lumière qui entraient par les fenêtres. Je marchais dans le couloir, mes pas résonnants, clac, clac, clac. Je suis entré dans la cuisine. C'était là. Les carreaux avaient été frottés avec de l'eau de javel au point de presque perdre leur couleur. Mais je savais exactement où mon sang était tombé. Je me suis accroupi et j'ai touché le sol froid. C'est ici qu'elles ont essayé de me tuer, ai-je dit à haute voix. Ma voix n'a pas tremblé. Et c'est ici que j'ai survécu. Je me suis levé et je suis allé au placard. J'ai ouvert la porte des biscuits. Elle était vide. Matteo avait jeté tout ce qui se mangeait. J'ai claqué la porte. Puis le moment le plus difficile, la chambre de maman. Elle sentait encore son odeur, ce mélange de vieux liniments et de son parfum rance. Le lit orthopédique était toujours là, avec les draps froissés, comme si elle venait de se lever. La chaise roulante était dans un coin, pliée comme le squelette métallique d'une bête morte. J'ai commencé à sortir des choses. Je ne voulais rien de tout ça. Les vêtements, les faux médicaments, les chapelets, les statues de saint qu'elle utilisait pour jouer la pieuse. Tout est parti dans des sacs poubelles noirs. Au fond de son armoire, j'ai trouvé une boîte à chaussures. Dedans, il y avait des photos. Des photos d'elle et papa quand ils étaient jeunes. Des photos de Gracila bébé qui souriait. Et tout au fond, une seule photo de moi. C'était le jour de ma remise de diplôme d'infirmière. Sur la photo, je souriais avec fierté, mais maman regardait ailleurs, avec une tête de dégoût. J'ai retourné la photo. Il y avait quelque chose écrit derrière, avec son écriture, le fardeau. J'ai déchiré la photo en 2, puis en 4, puis en 1000 morceaux. J'ai laissé tomber ce confetti de papier par terre. Je ne suis plus ton fardeau, maman, ai-je dit à la pièce vide. Et toi, tu n'es plus ma croix. Cet après-midi-là, Matteo et moi avons fait un petit feu dans le jardin, dans un vieux tonneau en métal. Nous avons brûlé les draps de son lit, nous avons brûlé les vêtements de Gracila qu'elle avait laissés, nous avons brûlé les lettres de menaces des usuriers qui continuaient à arriver. Pendant que la fumée montait vers le ciel du soir, j'ai senti quelque chose de noir et lourd sortir de ma poitrine et partir avec elle. C'était la peur, c'était la culpabilité, c'était la petite fille terrorisée qui vivait encore en moi. « Mais qu'est-ce que tu vas faire de la chaise roulante ?» demanda Matteo en regardant le tas de métal. « La donner, ai-je dit. Il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Des gens qui donneraient tout pour marcher et qui ne peuvent pas. Autant qu'elles servent enfin à quelque chose de bon. » Vendre la maison a été plus facile que je ne le pensais. La mauvaise réputation du lieu a attiré beaucoup de curieux morbides, mais je ne voulais pas la vendre à n'importe qui. Je ne voulais pas que ça devienne une sorte d'attraction de l'horreur. J'ai refusé des promoteurs qui voulaient la démolir pour construire des appartements. Je sentais que, malgré tout, la structure, les os de la maison que papa aimait, méritaient du respect. Finalement, l'acheteur parfait est arrivé, une fondation appelée Luz de Esperanza, dédiée à donner un hébergement et un traitement à des enfants atteints de cancer qui venaient de zones rurales et n'avaient pas où dormir en ville. La directrice de la fondation, une femme chaleureuse appelée Sofia, a visité la maison avec moi. Je connais l'histoire de cet endroit, Simona, m'a-t-elle dit en touchant les murs. Je sais qu'il y a eu beaucoup de douleur ici, mais il y a une belle lumière, il y a de grands espaces. On peut remplir ce patio de jeux. On peut transformer ce salon sombre en salle à manger pleine de rire.
On peut changer l'énergie. C'est exactement ce que je veux, ai-je dit, les larmes aux yeux. Je veux que cette maison serve à soigner, pas à rendre malade. Nous avons signé les papiers une semaine plus tard. Le prix était juste. Avec le chèque dans la main, j'ai ressenti un vertige étrange. J'étais libre financièrement. Je pouvais aller où je voulais. Je pouvais être qui je voulais. J'ai payé mes dettes d'études. J'ai gardé une somme pour ma retraite. J'ai donné une bonne partie à la fondation pour acheter de nouveaux lits pour les enfants. Et avec le reste, j'ai acheté ma liberté. J'ai acheté un petit appartement dans un quartier tranquille, loin de la Roma, avec beaucoup de grandes fenêtres. Je l'ai rempli de plantes. J'ai acheté des meubles que j'ai choisis moi-même, pas des meubles anciens, lourds, imposés. J'ai acheté des draps de couleurs vives. Et j'ai adopté un chien errant que j'ai appelé Rogelio, en l'honneur de papa. 6 mois après mon déménagement, j'ai reçu une lettre. L'enveloppe était blanche, officielle. Le tampon venait du centre de réadaptation sociale pour femmes. Elle venait de Gracila. J'ai hésité à l'ouvrir. Mes mains ont un peu tremblé, un écho du vieux traumatisme, mais je l'ai ouverte. La lettre était courte, écrite au crayon avec une écriture pressée. Simona. Ici c'est horrible. La nourriture est dégoûtante. J'ai froid. Maman est dans l'aile psychiatrique. Ils disent qu'elle passe ses journées à crier ton nom et à parler avec papa. J'ai besoin d'argent pour la cantine. J'ai besoin de cigarettes. S'il te plaît, sœur, on est du même sang. Ne me laisse pas pourrir ici. Toi, tu as des millions maintenant. Envoie-moi quelque chose. Je te pardonne de nous avoir mis ici. Je te pardonne. Ces 2 derniers mots m'ont fait rire. Un vrai rire, fort, qui a fait sursauter Rogelio. Elle me pardonnait, moi. L'audace, le narcissisme, étaient toujours là. Il n'y avait aucun remords, aucun changement, juste de la manipulation. J'ai pris la lettre, je suis allé dans la cuisine, j'ai allumé le gaz et j'ai laissé le papier se transformer en cendre noire. Je l'ai jeté dans l'évier et j'ai ouvert le robinet. L'eau a emporté les restes de ma sœur dans les canalisations. Je n'ai pas répondu. Je ne répondrai jamais. Aujourd'hui, ça fait exactement 1 an depuis cette nuit-là. Je suis assise sur le balcon de mon nouvel appartement, en buvant un verre de vin. Matteo est dans la cuisine, en train de préparer quelque chose qui sent très bon. Oui, Matteo et moi sommes ensemble. Ça ne s'est pas fait vite, ni de force, ça a été lent, doux, comme guérir. Il a attendu que je sois prête, que je me trouve moi-même avant de nous trouver, nous deux. Je regarde la cicatrice sur ma main, là où le couteau de Gracila m'a coupé légèrement. On la voit à peine maintenant. C'est juste une ligne blanche, un rappel que je suis mortel, mais aussi que je suis incassable. Parfois, quand je marche dans la rue et que je vois une mère et une fille rire ensemble, je sens une pointe de jalousie. Je me demande ce que ça aurait été d'avoir une mère qui m'aimait, une sœur qui aurait été mon amie. Mais ensuite, je respire profondément et je laisse partir cette pensée. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas changer qui elles étaient. Mais je peux choisir qui je suis, moi. Je suis Sim, je suis infirmière, je suis survivante. Je suis la femme qui a affronté ses propres démons et qui a gagné. La maison, maintenant, est pleine d'enfants. Je suis passé devant l'autre jour. J'ai entendu des rires. J'ai vu des dessins collés aux fenêtres, là où avant il y avait des rideaux de velours noir. J'ai vu de la vie. Mon père avait raison. La maison avait des secrets, mais le plus grand secret n'était pas sous la planche du sol. Le secret, c'était que la vraie force n'était pas dans les murs de pierre, mais dans la femme qui vivait à l'intérieur, et qui a eu le courage de les faire tomber pour se sauver. Je lève mon verre vers le ciel étoilé de Mexico. Santé, papa, je murmure. On a réussi. Matteo sort sur le balcon avec 2 assiettes de pâtes. Il me sourit. Ce sourire qui a toujours été là, même dans mes moments les plus sombres. À quoi tu penses, me demande-t-il en embrassant mon front. Je pense que je suis enfin chez moi, je réponds. Et cette fois, c'est vrai. Cette maison n'est pas ma tombe. C'est mon château, mon refuge, ma vie, et personne ne me l'enlèvera plus jamais.